Bonjour à tous. D'abord, Giovanni, ton français, félicitations, parce qu'après toi, c'est une gageure. Merci aussi, bien sûr, à Foder Kiwak, à la Smédian. Et non seulement je vous dis ma profonde gratitude et reconnaissance d'être reçu ici chaque année pour partager, mais surtout l'admiration que j'ai pour vous, parce qu'en France, la thermoablation, c'est une histoire, on va le voir, qui a couché un peu dans la douleur. Quand je vois ici comment tous, les centres universitaires, le privé, vous collaborez, je vous cite un exemple. Pour nous, mais vraiment, je vous admire de la façon dont vous conduisez le développement de la thermoablation au Maroc. Vraiment. Alors, moi, voilà mes conflits d'intérêts. Donc, mon principal conflit, c'est ma passion pour le sujet. Je voulais vous parler finalement 11 ans et 420 nodules plus tard de ce que j'en ai retenu. Et je pense que ça s'intègre parfaitement avec ce qu'a dit Giovanni, puisque finalement, si on replace la thermoablation dans la thyroïdologie avec ses 4 révolutions, il y a eu la chirurgie avec Théodore Kocher, il y a eu la médecine nucléaire avec Becquerel, il y a eu les hormones avec Kendall, et puis il y a eu cette époque de l'écho et de la cytoponction qui a pu mener aujourd'hui à ce qu'on appelle le 5e élément, ou ce que je peux appeler aussi la 3e vague. Alors, de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que la chirurgie a longtemps été la référence? C'est à cause de l'incertitude. C'était jusque-là, et peut encore aujourd'hui, la crainte de passer à côté d'un cancer justifier la chirurgie dans presque tous les cas. Mais c'est pas une lobectomie, c'est pas une nodulectomie. Ce qu'on fait, c'est une incertitudectomie. Et surtout, on soulage l'incertitude du soignant, du médecin. Et de toute façon, on le sait, quand les chirurgies des nodules bénins sont discutées, nous, quand on les voit après, il y a toujours eu le dernier petit argument qui tuait, du genre, par exemple, qu'un nodule bénin peut devenir cancéreux, alors que toutes nos recommandations reposent sur le contraire. Alors, c'est vrai que les outils étaient imparfaits, qu'on se disait hors de question de passer à côté d'un cancer, alors qu'en fait, la vraie question, je l'ai dit ce matin, c'est quels sont les cancers significatifs. Aujourd'hui, on en laisse en place avec la surveillance active. Donc, c'est vrai qu'elle est considérée comme ayant peu de risques et qu'elle fait le diagnostic et le traite en même temps. Donc, ce qui nous a manqué, finalement, on s'est même pas concerté avec Giovanni, c'était d'avoir des guidelines, des référentiels. Pourquoi? Parce qu'il nous faut une base de décision rationnelle. Parce que la peur, c'est la plus mauvaise conseillère en médecine et qu'on est très nombreux sur le coup et qu'on est en train de vivre la 3e vague. J'avais fait un édito sur la parathyroïde, mais c'est vraiment extrapolable à la thyroïde. C'est-à-dire qu'on est à une époque où on ose enfin une attitude conservative sans le saut compassionnel. Et ça, Giovanni l'a dit, il a montré l'évolution des recos. On y accepte enfin une gestion rationnelle de l'incertitude, sans peur, et on y intègre enfin explicitement le choix de nos patients, la décision concertée. Parce que nous tous dans la salle, on est là autour du nodule. Ceux qui cadrent et prescrivent, ceux qui diagnostiquent, ceux qui traitent, des fois il y a des hybrides des trois, il y en a plusieurs dans la salle, autour du patient qui est quand même celui qui décide. Et il fallait quand même homogénéiser le tout, donc est-ce qu'il fallait un anneau pour les gouverner tous, ou tout simplement un langage, un corpus de connaissances communs. Et donc j'ai profité de mon topo, non pas pour répéter ce qu'a dit Giovanni, mais pour essayer de l'intégrer pour vous tous qui faites ou non de la thermoablation. C'est un parcours du patient, et je vais essayer de vous donner les clés pour fluidifier finalement ce parcours et intégrer pleinement la discussion de la thermoablation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant qu'on a une base de décision des recommandations internationales, ça n'est plus éthique de ne pas aborder les différentes options avec le patient. Donc, Giovanni, tu l'as dit, de toute façon, ça commence toujours par la même question, l'éternelle question du nodule. Est-ce qu'on le laisse en place et on surveille, ou est-ce qu'on le traite et comment? Et on a 4 raisons de traiter un nodule. Soit quand la présomption de bénignité n'est pas suffisamment établie, c'est le terme qui a été choisi par l'ATA, et à mon avis, c'est Gilles Russe qui a poussé, parce que je reconnais bien là ce qu'il nous dit depuis 10 ans. Soit parce qu'il gêne, et ça c'est le patient qui décide, c'est pas à nous de décider pour lui. Nous, à nous de prouver que si le patient est gêné, c'est bien son nodule qui le gêne. S'il dit je suis gêné là et que le nodule il est là, on se doute quand même qu'on n'aura pas un super effet. Soit il provoque une hyperthyroïdie, soit, et ça c'est de plus en plus l'indication préemptive, et je fais partie de ceux qui la défendent, parce qu'il est volumineux et en accroissement prouvé, même asymptomatique, plus de 4 cm de grand axe, même si nous on raisonne en volume. Mais on sait très bien que la thermoablation, moins le nodule est gros, plus elle sera efficace, et de se dire que ce nodule qui a progressé, qui est à 1 millilitre, 3 ans plus tard il est à 4 millilitres, puis à 8, puis à 16, un jour, il va gêner. Est-ce qu'on va attendre qu'il gêne 45 millilitres pour devoir le traiter en 2 temps avec plus de complications? Non. On peut raisonnablement
proposé plus tôt. Alors, pour répondre à ces questions, bien sûr, et ça, c'est ce que j'ai toujours dit, avant, en France en tout cas, le diagnostic avant l'opération, c'était n'importe quoi. On avait seulement 80% qui avaient eu une écho, 50% une cytoponction. La thermoablation, les techniques conservatives ont permis de réhabiliter le diagnostic thyroïdologique avec ces examens de première ligne et de deuxième ligne dont on a beaucoup parlé ce matin, mais également des examens de troisième ligne que Faisal vous a beaucoup évoqué ce matin et qui sont, à mon avis, un avenir. On pourra en parler dans la discussion. En particulier, les tests moléculaires, je le dis très rapidement, sont limités par le coût et la disponibilité. Mais au Maroc, vous avez de l'iode 123, vous avez du MIBI, vous avez de quoi faire un examen, si tant est que vos médecins nucléaires se forment, avec 100% de valeur prédictive négative dans les premières études. Donc, je veux dire militer, pour la médecine nucléaire, on en parlera tout à l'heure. Pour que vos médecins nucléaires se forment à la scintigraphie iode MIBI, militer pour avoir de la T3 disponible au Maroc. Et je vous aiderai si on le peut. Donc, en tout cas, une fois la démarche terminée, vous disposez de 3 éléments pour discuter avec vos patients. Ces 3 questions. Faut-il ou non traiter? Comment traiter? Et quand traiter? Et la revue Thyroïde l'avait mis en 2015. On ne peut pas raisonner aujourd'hui objectivement sans intégrer le point de vue du patient. Donc, parmi tous les traitements disponibles, c'est de bonne pratique d'opter pour celui qui sera le mieux accepté par vos patients. Donc, à la fin, ou bien il n'y a aucune raison de traiter, on surveille pour voir s'il y a une raison qui apparaît. Ou bien il y a une raison de traiter, et on va passer tout de suite à la question suivante, les options disponibles. Parce que c'est évident que si vous ne laissez au patient que le choix de la chirurgie, il va hésiter à se traiter. Si vous lui dites, mais attendez, on a plusieurs options, là peut-être qu'on va passer du non au oui. Donc, en tout cas, c'est à nous de leur donner tous les éléments avantages, inconvénients, et c'est votre patient qui choisit. Alors, comment traiter? C'est là qu'on va lui dire, il y a la chirurgie, et ça reste une option. D'accord? On peut discuter la taille du geste. Il y a l'irathérapie pour les nodules hyperfonctionnels. Il y a la surveillance active, et il y a les techniques éco-guidées. Et si on prend les référentiels SFE, francophones, on voit que la thermoablation, on l'a dans les nodules non autonomes et dans les 2 nodules autonomes. Et vous voyez même que dans le consensus français, il y a la chirurgie pour les nodules prétoxiques n'apparaît finalement nulle part. On n'a pas retenu un bon rapport bénéfice-risque. Et j'aime beaucoup les termes qu'a utilisé Giovanni et je vais citer l'ancien président de l'ETA, le professeur Eguidis, qui commençait un de ses topos en disant « Mais finalement, la chirurgie est une très bonne alternative à la thermoablation ». Il avait inversé les 2 mots, ce qui a fait rigoler beaucoup de gens dans la salle, sauf peut-être certains chirurgiens. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier ce qu'est la thermoablation. C'est une destruction thermique. C'est un traitement radical à ne mettre qu'en des mains expertes. Et tu as insisté, Giovanni, sur la formation. Hervé Montpessen, quand il a commencé en 2013, disait « Nul ne peut imaginer de l'utiliser sans expertise échographique et interventionnelle ». Et au sein de l'AFTI, depuis 2013, qu'il a commencé 2014, vraiment, nous insistons par un suivi d'expertise par l'opérateur, avant, pendant et surtout après, pour assurer le service après-vente. Parce que l'opérateur, il développe aussi une expertise dans les complications qui sont pas gigantesques, mais qui doivent être prises en charge parce que très peu de gens savent ce qu'est une rupture nodulaire, ce qu'il faut dire aux patients, comment traiter, etc. Donc, les recommandations françaises vont dans le même sens que les recours internationales. C'est un opérateur expérimenté en thyroïdologie interventionnelle, qui soit endocrinologue, radiologue ou chirurgien, qui a reçu une formation dédiée, qui a assisté à des procédures, qui est seniorisé pour ses premières procédures, qui est entouré d'un parcours diagnostic d'expertise. C'est le compagnonnage tel que le chirurgien le font depuis que la chirurgie existe. Mais ce qui est sûr, on a eu des discussions, il est hors de question d'avoir une formation accélérée en 2 jours à l'échographie, parce que je peux vous dire, pour ceux qui en font, que c'est pas juste, je vois où est la sonde et je traite. En fin de procédure, vous voyez plus rien. Et je peux vous dire, quand il y a des variantes anatomiques, il vaut mieux être très bon échographiste pour savoir où on en est. Et moi, je trouve que ce qui a été dit ce matin, c'était très bien, c'est-à-dire 1000 procédures, au moins 3 ans, qui a une définition précise. Donc, par exemple, il y a le DU que l'AFTI et Sorbonne Université se sont réunis, ont réuni leurs forces pour proposer ce qui est aujourd'hui un DU de thyroïdologie interventionnelle, ce qui va devenir un DIU, normalement, dès l'année prochaine, avec plusieurs facultés amies. Alors, je suis désolé, c'est mal passé, mais
rapidement, l'équipe autrichienne de Heysel a bien dit finalement pourquoi la thermoablation et les patients, il y a deux raisons finalement. Un, ils disent « je ne veux pas être opéré ». Je ne veux pas être opéré, mais ils n'ont pas peur de la chirurgie, ils ne veulent pas, point, et c'est 50%. L'autre 50%, c'est qu'ils ne veulent pas prendre de traitement substitutif, qu'on leur enlève une glande qui fonctionne. On peut philosopher avec eux très longtemps. Ils mettent surtout dans la balance la légitimité de mettre le droit à leur intégrité corporelle dans la balance, sans avoir à se justifier. Et ainsi, c'est un retour de balancier pour ceux qui disaient que prendre un médicament à vie comme le lévothyrox, c'est facile. Alors, on en a parlé 1000 fois. Ce qui nous mène à cette fameuse consultation dédiée. Alors, la consultation dédiée, qu'est-ce qu'on y fait? On s'assure que toute la démarche diagnostique a été faite et on complète éventuellement par des points spécifiques. Alors, je vous avoue, c'est un peu un plaidoyer pour les opérateurs. Mieux ça a été fait en amont, plus c'est fluide pour le patient. On va pratiquer une échographie dédiée, dont Giovanni vous a parlé, dite de faisabilité et de repérage. On va expliquer la procédure, on va remettre un consentement éclairé qui explique tout au patient. Et une fois qu'il a ces nouvelles informations, on va rediscuter. Et moi, je repropose la chirurgie. Je repropose pour les nodules autonomes l'irathérapie parce que quand le patient est venu nous voir pour une thermoablation, il avait peut-être choisi sans avoir les infos. Là, il a des nouvelles infos. Si on veut être un bon clinicien loyal, on rediscute de la chirurgie ou de l'irathérapie. Alors, est-ce qu'il y a un seuil de volume? On me pose souvent la question. Le consensus français, il est clair, pas de volume minimal. Vous avez vu les indications. Ça peut, même un petit nodule peut gêner esthétiquement ou fonctionnellement. Mais comme a dit Giovanni, après, on va travailler dans une très petite zone, mais ça, c'est notre boulot de savoir si c'est faisable ou pas. Il n'y a pas de volume maximal. On prévient simplement qu'au-delà 20 ou 30 millilitres, c'est dans la littérature le seuil où il y a une augmentation du risque de repousse, et repousse ne veut pas dire retraitement. Et il y a une nuance dont on parlera tout à l'heure, c'est que pour les nodules autonomes, hyperfonctionnels, on sait qu'au-delà de 10-15 millilitres, on a retenu 12-13, on est dans la même tranche, on est beaucoup moins efficace jusqu'aux dernières études où on a montré en fait que c'est peut-être parce qu'on n'était pas hyper complet. En fait, c'est la complétude du geste. J'ose vous dire que le nodule autonome, qui est par essence bénin, doit être traité comme un cancer, c'est-à-dire qu'il faut être presque carcinologiquement satisfaisant sur un nodule autonome pour qu'il ne repousse pas, parce que c'est des cellules teigneuses. Le nombre de cytoponctions, alors c'est vrai qu'on aime bien une idéalement par l'opérateur. Pourquoi? Gilles Ruiz avait fait un magnifique topo à 7 aux ateliers là, sur l'évaluation ultra rapide de l'éligibilité à la thermoablation. On le refera sûrement au webinaire, mais on le répétera. En 3 minutes, pendant la ponction, il peut voir si le patient est éligible, comment il réagit aux aiguilles, comment est l'abord du nodule pour la thermo à venir. Sinon, nous, donc effectivement, 2 prélèvements pour TIRADS 4, 2 prélèvements pour TIRADS 3, on a vu que dans d'autres cas, c'était une seule. Un prélèvement pour TIRADS 2. Par contre, et ça, l'école française est claire et nette sur ce point, hors les TIRADS 5, nous ne ponctionnons pas les nodules autonomes. Parce que si on les trouve avec des ASI, c'est logique qu'il y ait des ASI ou du microvésiculaire dedans. Qu'est-ce qu'on va faire aux patients? Elle sert à rien, cette ponction. Elle est contre-productive. Si on doit vraiment la faire, on prévient le cytologiste. Alors moi, ma cytologiste, si je lui dis c'est un nodule chaud, elle tient compte, elle voit des ASI, elle me les met même pas. Elle me met Bethesda 2. Parce que si vous avez un Bethesda 3 qui se balade dans le dossier, c'est fichu pour les techniques conservatives. Donc le nodule autonome, il y a des indications officielles. Je vous ai dit pour le volume, il faut pas leur vendre la thermo en dessous de 10-15. Aucun prélèvement pour les nodules authentiquement autonomes. Et surtout, les nodules autonomes euthyroïdiens, ils existent. Il faut tout faire, on en parlera tout à l'heure. On a fait une session spéciale pour ça. Parce que ces nodules-là risquent de repousser, même s'ils ne sont pas encore en hyperthyroïdie. En tout cas, quelle que soit la technique, il vous l'a montré tout à l'heure, la thyroïde, c'est petit, il y a plein de zones fragiles. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cette échographie de faisabilité, mais même ceux qui font pas de thermoablation et vous êtes endocrinologue échographiste, vous êtes en droit, et ça on appréciera toujours énormément, déjà de faire cet écho dédié. Ici, je peux voir qu'il y a un petit vaisseau, par exemple, sur le trajet de mon électrode, cette fichue veine jugulaire antérieure. Il faut avoir la main très légère pour pas la comprimer et bien la voir. Je peux voir que le plexus sympathique cervical, dont la lésion donne le Claude Bernard Horner, est loin de ma zone de travail.
Pareil pour le nerf vague, et ça, c'est des images qu'on adore en thermoablation. Je peux voir que la zone du nerf récurrent qui est très étendue à droite est séparée du nodule par du tissu sain. Est-ce qu'on va attendre que ça gêne? Bon, là, ça la gênait. On le voit qu'il y a déjà une protrusion. Mais est-ce qu'on va attendre que le nodule soit allé jusque-là pour traiter? Alors que là, on peut traiter avec beaucoup plus de safety, beaucoup plus de sécurité, ce sur quoi Giovanni avait insisté. Donc, bien sûr, il faut expliquer la procédure et ça paraît que ce soit l'opérateur ou l'endocrinologue qui va aussi expliquer la chirurgie. On leur explique l'anesthésie. On explique qu'on pratique parfois des petits gestes comme l'hydrodissection qui permettent d'optimiser le geste et qu'on lance la procédure. Ensuite, l'efficacité. Donc ça, on parle aussi aux patients. L'efficacité technique, c'est plus de 50% et on a dit on ne veut pas le faire disparaître. Aujourd'hui, on est à 75% de réduction, les tendances vont vers 85% plutôt. 85% des patients, on arrive à leur réduire de moitié le nodule. Plus de 90% d'avoir un effet sur leur gène. 60 à 90% pour la gêne esthétique parce qu'elle est beaucoup plus subjective. Et 10 à 30% de repousse. Sur l'hyperthyroïdie, ça c'est les résultats en laser d'Achille en Italie, mais on a à peu près la même chose un peu partout. Hein, on voit que c'est en dessous de 15 millilitres qu'on a les meilleurs résultats. C'est ce qu'on avait avec la première étude française dans l'International Journal avec Hervé Montpessène, mon mentor. On avait ces résultats. Sur les complications, donc c'est principalement, on a des complications majeures comme des plaies trachéales sur les 400. Moi, j'en ai eu une. Les mineures, c'est surtout la dysphonie multi-mécanisme et la rupture nodulaire qui est très peu prévisible. Et on a des effets secondaires, bien sûr, très classiques dès qu'on fait une procédure. Donc, c'est bien sûr la lésion du nerf récurrent et on commence à pouvoir le voir, pas chez tout le monde, mais en échographie. Hein, on commence à voir un petit peu l'invisible avec les nouveaux échographes. Chaque année à 7, il y a une petite session sur l'invisible qui devient visible. Mais surtout, faire attention avec les métiers à risque, principalement, quitte à prévoir 2 procédures, en sachant quand même que la plupart des atteintes sont réversibles. Donc aujourd'hui, on est capable de faire ce que j'appelle moi de l'écholaryngoscopie, et on a plein de techniques pour préserver la voix. Donc bien sûr, on utilise le moving shot, c'est-à-dire l'approche transismique, qui nous fait éviter naturellement la zone du nerf récurrent. Ici, vous avez l'échographie d'un rire. J'aime bien faire rire mes patients en salle. Donc on a l'hydrodissection. L'absence d'anesthésie générale où on peut rien tester, il faut vraiment pas en faire. L'écholaryngoscopie en fin de procédure et éviter que le nodule se mette à gonfler, donc la poche de froid et les corticoïdes en cure courte. La rupture nodulaire, c'est l'enquiquineuse. Normalement, un nodule doit devenir dur comme de la viande trop cuite, mais il arrive que parfois il se liquéfie, que le liquide n'est pas compressible comme le tissu, il se perce comme un bouton d'acné, et ça produit une inflammation constamment aseptique. Le risque, c'est la fistulisation à la peau. Et elle est vraiment imprévisible et elle survient à froid 2 semaines à 1 mois après la procédure. Donc voilà quelques images que je dois à Gilles Russe. Donc on voit ici très bien l'aspect en bouton de manchette de l'issue du liquide et ça se referme, ça évolue toujours très bien. Donc quelques petites diapos pour un peu conclure cette partie sur la procédure. Donc c'est de préparer le patient avec l'analgésie, comme on l'a dit. Donc, on peut utiliser l'anesthésie locale, la sédation consciente, plusieurs techniques. L'essentiel, c'est que le patient et le praticien aillent bien. Donc, voilà quelques images, par exemple, d'une anesthésie locale. D'accord? Donc, ça, vous voyez, on met la lidocaïne sous le contrôle échographique. Ici, tout au long de la capsule, puisqu'à l'intérieur de la thyroïde, il n'y a pas de nerf. Donc, en général, une fois qu'on est dedans, une fois que la capsule est anesthésiée, tout va bien. Ensuite, on a l'hydrodissection. Donc, l'hydrodissection, ça a été vraiment pour nous une révolution en termes d'analgésie et en termes de protection des structures. Donc, c'est l'instillation de froid. D'accord? Ça, c'est une panne de courant qui a eu lieu. Heureusement que mon échographe fonctionne sur batterie. Et voilà plusieurs images d'hydrodissection, que cette hydrodissection soit donc ici médiale. Ça, c'est une hydrodissection antérolatérale et on peut même faire des hydrodissections postérieures en fonction de la protection qu'on veut obtenir. Donc la technique du moving shot, qui est la technique de référence en thermoablation, micro-ondes et
et radiofréquence. Et donc là, vous allez voir l'apparition des gaz de combustion, qui est l'image qu'on aime à obtenir en thermoablation, comme ici. Hein, voilà ce que l'on voit et voilà ce qu'on doit obtenir. Le suivi après procédure a bien été précisé dans les recommandations. Donc, juste après la procédure, c'est le dépistage des complications neurologiques principalement et de la complétude du geste. Jusqu'à 2-3 mois après procédure, alors c'est surtout à l'échographie, j'ai pas le temps de vous les détailler, on va regarder deux choses. La réduction de volume d'une part, qui montre l'efficacité, et le ratio d'ablation qui prédit les repousses. Alors, Giovanni a parlé de 5 ans de suivi. Moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à 7 ans. Pourquoi? Parce que c'est dans les 7 ans, on a l'impression dans les études qu'à 7 ans, il n'y a plus de repousse, c'est terminé. Alors, ma conclusion va être finalement, après ces 11 ans de thermoablation, ce que j'appelle l'ère de la sagesse. C'est-à-dire que maintenant, on a dépassé, faut-il ou pas faire des thermoablations, qu'est-ce que nous promet l'avenir? Donc, l'avenir, c'est avant tout de se dire que on traite la plainte et pas le nodule. Donc, ce qu'on veut obtenir, c'est la disparition de la plainte, pas la disparition du nodule. Que pour ça, on a 4 techniques qui ont finalement aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, on se dit que le laser, il est peu diffusé, que l'ARF, finalement, c'est ce qui est universel à tel point que Giovanni l'a dit, il a fallu qu'on remplace le terme radiofréquence par le terme thermoablation, que la micro-onde, on la pense prometteuse mais dangereuse, certains disent c'est beaucoup mieux, d'autres c'est beaucoup moins bien, alors que c'est simplement différent, et c'est vrai que la IFU, en fait, bof. Et en fait, si on regarde, et c'est vraiment là-dessus que je voudrais terminer, les très grandes études à très long terme, on se rend compte que les études monocentriques, elles nous disent des choses liées au centre. Mais en fait, on voit que finalement, dans toutes les grandes recommandations, vous voyez que laser, radiofréquence et micro-ondes, aujourd'hui, alors on a l'impression qu'il y a des petites tendances à favoriser l'ARF, même contre les micro-ondes. Mais en fait, pourquoi? Si on regarde la résolution du problème du patient, c'est que pour la gêne, non seulement il n'y a pas de différence entre les techniques, mais il n'y a même pas de corrélation entre la réduction de volume et la réduction de la gêne. Que pour les nodules autonomes, finalement, on a les mêmes résultats, et que pour le microcarcinome, on a les mêmes résultats. Le problème, ça va être surtout pour vous la courbe d'apprentissage. Et finalement, on se rend compte qu'après 30 patients, on a stabilisé la réduction de volume, la disparition de la gêne. Au bout de 60 patients, on a amélioré son ratio d'ablation. Et au bout de 90 patients, c'est ça le plus terrible, c'est qu'on se pose des nouvelles questions qui nous prennent la tête, qu'on se posait pas quand on était à 30 patients. Et au bout de 11 ans, je peux vous dire que pour 10 questions que j'ai résolues, en fait, j'en ai 100. La repousse, on a l'impression que la RF protège mieux de l'inefficacité et des traitements. Mais finalement, les retraitements sont pas un échec. Est-ce que quand on doit restenter quelqu'un, est-ce que quand on doit enlever d'autres polypes 5 ans après en coloscopie, est-ce que vraiment on est en échec? Non. On a des nodules trop volumineux pour être traités en un temps, des nodules qui n'avaient pas suffisamment diminué, ou d'autres nodules qui arrivent sur la même thyroïde. Et finalement, comme plus de 90% des patients affirment qu'ils referaient une procédure sans problème, ça peut rejoindre la gestion d'un côlon à polype. Et finalement, qu'est-ce que nous disent surtout toutes les études italiennes? Et finalement, tu l'as dit, Giovanni. Là, c'est opérateur dépendant. Et une IA remplacera jamais un opérateur de thermoablation. Et qu'en fait, si votre opérateur est super bon en laser, s'il est super bon en micro-ondes, mais finalement, ça va marcher. Et donc, comparer les techniques entre elles, c'est du grand n'importe quoi. Je vous parle, j'ai essayé les 4 techniques. Je fais plus de HIFU. Je fais les 3 autres techniques. Et je peux vous dire que finalement, l'essentiel, il n'y a que le résultat qui compte. Donc, sans déflorer le sujet, l'avenir, c'est les contre-indications. Et ça va être l'objet. Donc, il y avait la malignité. À l'instant, Stéphano va vous parler de la malignité. Et vous verrez que dans les autres contre-indications, il y avait les nodules indéterminés et la maladie de base d'eau. Eh ben, j'ai le plaisir de vous dire que ça a été étudié. Alors, je vous passe celle-là, surtout là, que certains sont sortis de la zone de confort et qu'aujourd'hui, les Italiens, et il y a même une belle méta-analyse dans thyroïde, ont commencé à traiter des nodules indéterminés, des Bethesda 3
en utilisant les tests moléculaires et que pour le moment, on a d'excellents résultats parce que finalement, certes, si on a des petits vésiculaires, ça peut poser souci, mais finalement, si ces petits vésiculaires sont entièrement détruits, ça va peut-être rebattre les cartes du paradigme. Donc pour le reste, on en parlera à la deuxième session, mais c'est ce que je voulais vous dire après 11 ans finalement de recul sur la thermoablation, et que si vous combinez un petit peu tout ça et que vous l'intégrez dans votre approche clinique, la prise en charge des nodules a de très beaux jours devant elle. Je vous remercie de votre attention.